Merci d'écouter Sounds Like Portraits. Bienvenue dans le 143e épisode saison 6 de mes conversations avec des humains créatifs. C'est Philippe Ingard. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur Spotify, Stitcher, Apple Podcast ou Google Podcast. Merci. Cette semaine, je rencontre Christophe Gala, écrivain et journaliste. Dès les années 80, il a tenu des chroniques dans de nombreux journaux, dont le quotidien lausannois Le Matin, mais également dans Libération, Le Monde ou Les Inrocks, tout en écrivant des nouvelles, des essais et des livres pour enfants. Christophe est un homme de conversation, pas un bavard, non, un homme de conversation. Alors que le bavard fait des phrases, l'homme de conversation est à l'écoute. Il veille à la façon dont les mots qu'il échange entrent en résonance avec sa propre conversation intérieure. Christophe sait bien que les réponses qui valent demandent toujours à être écoutées. Et justement, l'écriture a le pouvoir mystérieux d'approfondir cette écoute intérieure pour permettre à l'écrivain de découvrir parfois ce qu'il ne savait pas qu'il savait. Alors qu'est-ce qu'une bonne conversation ? C'est la question de la semaine. Écoutez la réponse de Christophe Gala, mais pour commencer, il m'a parlé de ce que toute sa vie, il a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai cherché d'abord à apprivoiser les mots qui ne disent pas toujours ce qu'ils devraient dire, les traîtres, pour formuler des hypothèses entre, par exemple, les dégâts que nous commettons envers la nature et la manière dont nous nous amputons d'une intuition existentielle qui nous éviterait le suicide en cours. Donc, si je comprends bien, ce qui t'a toujours habité, c'est ce sentiment d'une perte, d'un manque de réflexion, finalement, entre les causes et les effets dans nos vies, à tous les niveaux. Oui, mais disons, c'est assez fêtier, ça, ce que tu résumes très bien. Et en effet, il y a un sentiment de perte, mais aussi de perte non seulement physique, puisqu'on évoque l'environnement, mais une perte de compétences à vivre, une sorte de déficit originel que nous conjurons par des comportements stupides de prédation, de consommation, c'est-à-dire de diversion ou de divertissement. Et en effet, c'est quelque chose peut-être un peu de protestant, la notion d'un péché originel en tant que protestant, justement, il est difficile de se confesser pour recommencer de plus belle dans la séquence suivante. Et ça m'habite. Ça provient peut-être du fait que, comme mes deux frères, j'ai grandi, je dis deux, tu verras pourquoi. J'ai grandi à la campagne, dans un village, mon père était pasteur. Et puis j'étais très timide, j'ai raté toutes mes écoles. Et l'interlocutrice essentielle de ma jeune personne, c'était la nature, les forêts, les mers de terre sous les laitues, du vivant grand et petit. Et ensuite, je suis venu habiter en ville, sans éprouver la souffrance d'avoir quitté la nature, mais ça indiquait cette différence que j'ai fini par qualifier de perte, en effet, entre un monde où, sans avoir d'ailleurs besoin des mots, on connaît des langages qui sont ceux de la nature. Et puis la ville où on commence à marcher la tête en bas, ou alors à la levée, mais pour voir des architectures cisaillantes qui n'ont rien d'organique, de rappel de forme organique. Alors ça, c'est en effet le sentiment d'une perte que grâce au mot, on peut rendre un peu motrice pour soi, parce qu'on se mobilise, on devient militant de quelque chose, diffus, pas partisan du tout. Ça, c'est à la fois la sorte de souffrance originelle, et avec les mots, puis ensuite les chroniques, enfin les travaux dont on pourra en parler après, le moteur, c'est un moteur à deux temps, comme ça. Tu parles de la nature comme étant une interlocutrice. Ça veut dire que quand tu étais jeune, tu parlais à la forêt, aux animaux, tu parlais à tous ces êtres-là ? Oui, ça n'était pas un parler exprimé, évidemment, vocalement, ou même peut-être intellectuellement, mais sensitivement. À quoi s'est ajouté comme épisode, je t'ai nommé 2 frères, mais nous étions 4, donc j'avais 3 frères.
Il y en a un qui a été tué d'accident routier quand il avait 19 ans, moi j'avais 16 ans. Et ce genre de drame qui survient dans une famille et qui, par cercle d'ailleurs concentrique, accable évidemment toute la famille. Mon père a été un peu détruit dans son courage de vivre à partir de ce moment-là. Eh bien, ça rend un peu muet. On est un peu sidéré, on est un peu stupéfait. La stupeur, c'est tout d'un coup le silence. Et à partir de là, une relation sensible et poétique avec les habitants de la nature, notamment les oiseaux, a érigé cet environnement en effet en interlocuteur pour moi. Mais silencieux, muet, référentiel. Et ça m'habite encore. Et ça m'aide probablement à vivre en ville où ces antennes-là de perception vis-à-vis des plantes, des animaux, qui témoignent d'un passé millénaire de justesse de vivre, d'ajustement entre eux, d'autorégulation, tellement merveilleux, tellement étranger aux pratiques humaines, que voilà, c'est resté mon habitat intime. Je pense souvent à une phrase de Godard à qui on demandait, il y a quelques années à peine, pourquoi il continuait à jouer au tennis à l'âge de 80 ou 82 ans. Et puis il a eu cette réponse extraordinaire. Il me dit, quand je fais du tennis, enfin quelqu'un me répond. Et je pourrais presque transposer ça. Quand je suis dans la nature, enfin une instance m'enveloppe, me réconforte ou m'instruit ou me procure des récompenses dont je ne vois pas l'équivalent tellement dans la société des femmes et des hommes. Quand tu dis que la nature te répond, ça veut dire que tu te sens écouté avant tout. Oui, parce que la nature, quand on s'y trouve, par opposition à la ville par exemple, nous rend vivants d'une autre manière. Nous déplie des antennes qui souvent sont repliées, sont niées, sont détruites par le commerce social ou professionnel des humains entre eux. Et à partir du fait où tu es vivant, dans une instance vivante, ça parle, ça cause. Ça dit bonjour, ça enchante, ça se confie, si c'est toi qui as besoin de te confier à quelque chose. Et puis si tu marches dedans, tu sais, enfin c'est connu, la marche dans la nature. Par exemple, Jean Monnet, pour accoucher de ce qui est devenu l'Union européenne, a marché, il trouvait ses idées en marchant dans la nature. Il se passe des choses. Un sentiment d'être relié peut-être qui fait qu'on se connecte aussi à soi-même et à quelque chose qu'on ne connaît pas de soi peut-être. C'est exactement ça. On se concentre, mais d'une manière délicate, sans effort, sans obligation qui serait hiérarchique ou professionnelle ou de travail, dont je rappelle que ce mot vient de tripalium, qui veut dire un instrument de torture, qui est cartel en 3. Oui. Et en effet, on est relié, mais je ne sais plus exactement comment tu avais formulé ta question. Que le fait de se sentir relié à la nature, c'est aussi le fait de retrouver ou de trouver un lien avec soi-même qu'on n'avait pas autrement. Oui, en effet. C'est un lien avec soi-même, mais qui est justement, si je peux, ça a l'air d'être une tautologie, le lien est délié. Par exemple, si je suis dans un monastère, il y a aussi le lien avec soi-même. Mais il est lié à une croyance, il est lié à une culture. Et maintenant, des ouvrages abondent pour se relier à soi-même. Mais il y a du travail là-dedans. Tandis que quand on est dans la nature, c'est comme quand on est dans l'eau, quand on n'a pas son fond dans la piscine, et on est concentré en soi. On éprouve une sorte de plénitude, on s'approche d'une plénitude qui n'est pas tellement savourée le reste du temps. Et ça, c'est une liaison avec soi, mais qui est justement assez généreuse, qui reste ouverte, qui n'est pas crispée, qui n'est pas une crampe du soi qu'on essaye de connaître, de retrouver, de caresser, de consoler, etc. Il y a certaines phases du processus d'écriture qui ressemblent à une sorte de transe, où tu as posé peut-être des éléments que tu vas écrire, de raisonnement, de succession
d'exposition, d'idées, thématiques, c'est un peu architecturé. Et après, tu repars là-dedans. Et là, c'est extraordinaire parce que on est en soi, mais qui se dépasse grâce aux moyens de l'écriture. Et là, il faut pas qu'on se laisse déranger par des gens ou le téléphone qui sonne, mais on est en soi, sauf qu'on est transporté par ce qu'on fait. C'est marrant ce questionnement qu'on a, parce qu'on voit que dans la nature, on est transporté vers elle tout en étant soi, mieux soi que souvent. Et dans l'écriture, qu'on peut à partir de là qualifier de forêt de signes ou de chemin dans une forêt d'idées ou de textes non faits, mais il se fait, puis c'est un chemin qui passe dans les chemins non faits. Enfin, Ce qui me vient, c'est que dans les deux cas, la nature ou l'écriture, ce sont des voyages, ce sont des chemins. oui, justement. Mais quand ça se débloque, quand le texte est en train d'advenir ou quand il est un peu posé sous une forme rudimentaire ou préliminaire, comme ça, puis quand le retravail, là, des chemins se font de traverses auxquelles on renonce, ou au contraire qu'on prend, pour revenir à ce que je disais, c'est-à-dire des hypothèses sur des tenants et des aboutissants. Regardez, tu vois, on peut décrire la rivière, ça fait un texte, on peut décrire les cailloux de la rivière, ça fait un texte, on peut regarder sous les cailloux et parler du dessous des cailloux de la rivière, c'est aussi un texte. Donc il y a des tas de chemins possibles, ou de plans ou de chemins possibles dans cet exercice, mais c'est exactement la notion de chemin, c'est la bonne. Tu as été poète, tu as été chroniqueur, tu as été écrivain, aussi écrivain de livres pour enfants. Est-ce qu'il y a un passage de l'une à l'autre pour toutes ces activités? Oui, d'abord, j'essaye d'être encore au présent, de me si j'ai été, tu dis j'ai été, parce que ces choses-là ne s'arrêtent pas. Si on essaye d'avoir une cohérence personnelle, évidemment que ce qu'on produit, enfin les éléments de ce qu'on produit, ont à voir les uns avec les autres. Alors, chroniqueur, c'est mettre étymologiquement du temps long dans le temps court de l'actualité. Écrire pour les enfants aussi, je pense qu'on met du temps long, qui est le temps qu'ils vivront plus tard, puisqu'ils sont jeunes, dans un propos qu'on leur tient. Et moi, je me suis toujours efforcé, pour les enfants, de leur parler comme je parlerais à des grandes personnes, mais en produisant une sorte d'appareil de communication plus accessible, plus simple, mais en parlant aussi des brutalités du monde, comme d'ailleurs font les grands auteurs pour enfants, et même en essayant d'avoir un style qui est le véhicule idéal de tout texte. Donc c'est un peu le même exercice. Et puis en lâchant tout d'un coup un terme que respectivement les grandes personnes vont chercher dans le dictionnaire et dont des enfants demandent le sens à leurs parents, on lâche un ornithorynque dans un texte simple et ça fait un petit caillou dans la chaussure qui fait qu'on se souviendra de la promenade. Et ce qui me vient, c'est que dans tes chroniques, tu pars très souvent d'un petit détail, d'une petite chose, et tu la raccroches à un contexte plus général. Chaque fois, tu essaies d'introduire des symboles, de relier, de connecter à nouveau à une espèce de mythologie qu'on partagerait. Comme si tu voulais souligner quelque chose qu'on a en commun, mais qu'on aurait peut-être oublié. Oui, d'abord je me sens très inculte. J'ai raté toutes mes écoles. Et je me sens pensé dans les intervalles, entre les deux ou trois choses que je connais, mais dans les intervalles. Et dans les intervalles, pour ne pas être dépossédé d'une certaine assurance en soi, je repère ce qui pourrait en effet constituer des symboles ou des symboliques. Donc ça, je répare un peu mon complexe originel, parce que maintenant je sais que je suis assez malin pour faire du trapèze au-dessus de tout ça, mais de personnages qui ont une culture qui est pour finir évidemment assez vaste, mais accrochés, pas du tout fabriqués, pas du tout certifiés par quoi que ce soit d'officiel. Donc je trouve des symboliques. Voilà, ça c'est la première raison. La seconde raison pour laquelle je cherche à trouver des symboles ou des symboliques rejoint ce qu'on disait au début de cette conversation, c'est-à-dire que le monde m'a l'air en sorte de destruction, de fragmentation, et que l'urgent,
c'est de répondre à l'étymologie du terme intelligent, qui comporte aussi la notion de relier, et qu'à partir de ces symboles, on puisse faire une représentation d'un monde qui est certes extrêmement divers, mais il est un. Alors c'est ce travail-là, et que je fais d'autant plus quand il est proposé dans des journaux, dont la vocation toxique est précisément de distinguer absolument tout, de faire des scoops ici, des scoops là. C'est compliqué de tout penser, de tout prendre ensemble pour le penser, mais d'en penser quand même quelque chose. C'est épouvantablement compliqué parce qu'on en pense quelque chose dans toutes les directions, donc on dépense quand on essaie de tout embrasser. Mais que s'il y a des liens symboliques, on peut essayer de faire tenir l'attelage mental. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai toujours essayé de faire. En sachant que parfois, quand on fait ça, ça tient du numéro intellectuel qui veut parler du noir et du blanc et du gris, etc. Mais il y a quelque chose de sacré là-dedans. Et quand je réussis, à mes yeux ou dans ma sensation, un texte qui a fait tenir des choses qui sont séparées dans la perception commune, ça me donne un peu de courage pour continuer. C'est ça, le sacré, c'est ce qui réunit, ce qui est séparé. Oui, c'est joli, c'est beau, je trouve. Parce que ce qui est séparé, on peut y toucher pour essayer de le réunir, mais ce qui est sacré parce qu'il est déjà réuni, c'est sacré. C'est une belle définition du sacré, je trouve. Je pensais à cette chronique qui est parue dans le Temps, il n'y a pas très longtemps, où tu faisais remarquer qu'il y a finalement des différences entre ce qu'on fait et puis les conséquences de ce qu'on fait. Et puis tu énumérais plein de choses, et à la fin tu dis « Et nous ne réfléchissons toujours pas aux conséquences de ce que nous faisons ». Et j'avais l'impression que simplement le fait de l'écrire, c'était pas simplement une redondance, mais ça devait marquer. Le fait d'écrire un manque, ça pouvait éventuellement le faire changer dans la tête de ceux qui le lisaient. Mais c'est la beauté de l'écriture ou de tout signe, peinture ou quoi, c'est que le signe peut convoquer la réalité de ce qu'il désigne. Comment se débrouiller autrement dans la vie ? On peut être militant, c'est une autre option qui n'est pas la tienne. Oui, sauf qu'on peut même être un peu militant, crypto-militant en écrivant, mais en effet, moi je me sens moins militant au sens de la rue ou de la mobilisation que par ce biais-là. Ça m'arrange un peu parce que ça m'emprisonne moins, me semble-t-il, sous un étendard ou dans un costume. Dans les limites d'une cause. Oui. Et les limites d'une cause et d'une appartenance ou d'un asservissement au côtoiement de ceux qui sont des congénères dans la défense de cette cause. Tandis que l'écriture, ça continue à se balader. Mais je ne juge pas du tout défavorablement les militants. Ils rendent service, évidemment, ils rendent service. Quel est le point de départ dont tu as besoin pour te mettre à écrire ? Alors, je cite encore Godard parce qu'il disait « J'adore les commandes parce que quelqu'un attend ». Alors ça, la commande, mais aussi parfois l'indignation. Quand je vois une rupture, justement, entre des tenants et des aboutissants, que je suppose, une rupture telle entre le fait d'avoir peur de quelque chose et que ce qu'il faudrait faire, c'est porter secours à ce quelque chose. Puis il y a tellement de bêtises dans la gestion de cette chose qui fait peur, on se protège, on se barricade, etc. Ça m'énerve et j'écris, c'est la deuxième raison, ça m'énerve. Ça, ce sont les motivations intérieures, mais pour te mettre à écrire sur ta table ou devant ton écran... Si je suis sous la pression de quelqu'un qui me le demande, je le fais avec un délai, je le fais. Autrement, j'ai de la peine. Je suis presque un peu crypto-découragé d'avance, un peu, mais c'est aussi que... Crypto-découragé, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire pas découragé, parce qu'il se peut que je le fasse vraiment, mais je tourne autour du pot longtemps, je me dis, puis tout d'un coup, quand c'est un peu trop tard, il s'agit d'une commande et que les délais sont passés, là j'y vais, puis c'est bien, puis je suis très content. Il faut dire que dans mon activité de chroniqueur, à un moment donné, j'écrivais pour des tâches. Ça allait du Nouveau Quotidien ici, au Temps, au Matin Dimanche, à Libé, au Monde, il y avait même les Infos. Alors là,
il y avait des tas d'appels et puis j'écrivais je me mettais à écrire sans problème. Mais autrement, je suis parfois un peu, pas velléitaire, parce que je me dis, mais il faut. Et puis je fais l'hypothèse heureuse qu'il ne s'agit pas d'une névrose absolue, mais que quelque chose pendant ce temps-là qui a l'air de découragement se fabrique. Je pense un peu, ça se fabrique. Ça se fabrique. C'était justement ce que j'allais te demander. Quand tu es devant ton écran, devant la page blanche sur l'écran ou bien sur une table, comment t'arranges-tu pour que les mots viennent et que les idées s'enchaînent? Alors, ça peut être une trouvaille du titre. Donc ça commence par le titre. Ça peut être, ou de quelque chose qui sera dans le texte comme première phrase, mais parfois le titre, par exemple, une chronique où j'avais essayé de faire un lien entre l'industrie de la consolation qui règne partout depuis 10 ans, ici, dans nos sociétés ici, occidentales, pour résumer. La consolation avec des coachs qui te remettent en état, les livres de Cyrul Nick sur la résilience. Il y avait tout ça, et en même temps, des caméras sur des carrefours. Puis, je me dis, mais pourquoi ça se passe en même temps, ça? Je me suis dit, mais le Kleenex et la matraque. Et puis, ayant posé ces 2 mots, ça m'a inspiré l'architecture du texte. Donc c'est un peu une image qui impose une architecture. Qui cristallise. Et la cristallisation contient ce qui va suivre, puis j'ai plus qu'à le laisser venir, presque. Tu n'as plus qu'à le laisser venir. Mais c'est ça qui est le plus difficile. Comment est-ce que tu t'installes dans le chemin de l'écriture, justement? Mais je ne crois pas que ça soit le plus difficile. Le plus difficile, ça a été la cristallisation. Après, je fais jouer ce que je sais, qui pourrait s'inscrire dans une description du Kleenex, et de la matraque. Je me dis, qu'est-ce que je peux convoquer là pour faire ces 2 axes? Ça développe déjà quelque chose. Et puis après, comment je peux, tout en les développant respectivement, la matraque et le Kleenex, je peux continuer à faire des tricots entre les deux, de telle sorte que le mot « et » qu'il y a entre la matraque et le Kleenex, puis ça fait le texte. Puis après, il y a un peu de malice professionnelle qui fait que tu dis, je vais trouver une chute un peu qui remobilise, qui botte dans une touche qui n'en est pas une, mais ça a l'air d'être une sortie, mais c'est une sortie pour une suite de réflexions. Ça, c'est de la malice de vieux routiers professionnels. Et il faut de l'émotion, parce que tu parles d'idées, tu parles d'images, mais quand on fait une chronique, il faut toucher pour faire accéder à une idée, bizarrement. Oui, c'est une question très, très avisée. C'est compliqué parce qu'en même temps, ce que je décris comme ambition de texte, que j'ai essayé de pratiquer, c'est au fond des choses qui relèvent de l'intellect ou de la raison ou du raisonnement. Bon. Mais aussi, comme tu dis, il faut le véhicule sensible qui touche aussi pas simplement la réflexion du lecteur, mais l'émotion. L'émotion, c'est ce qui meut, c'est ce qui met en mouvement. C'est ça, ouais, c'est magnifique, mais il faut qu'elle ne soit pas toute seule, sinon ça devient du mélo. Alors là, moi je compte sur une sorte de style, de vocabulaire qui a une sorte de difficulté d'accès, mais je me dis, j'y vais comme ça. On t'a critiqué pour être un peu, difficile à lire. Oui, justement, j'allais y venir. On a cessé de me dire, si je résume, c'est très très beau, mais on n'y comprend rien. Et quelqu'un m'a dit ça dans un bistrot une fois. Puis je lui ai dit, mais pourquoi vous dites que c'est beau? Puis il dit, je sens que c'est beau, mais j'ai de la peine à suivre. Il faut s'accrocher. Ce qu'on dit ici, il faut s'accrocher. J'ai fait des chroniques dans le matin, puis on me disait, elle est bien, c'est bien, mais c'est difficile à comprendre, comme tu disais. Et puis je les basculais telles quelles à l'IB, en les développant un peu, puis eux, à me disaient, ah mais vous êtes des nôtres. Et je me suis dit, mais pourquoi ici, il y a comme parfois, ça va jusqu'à une fierté de ne pas comprendre, ce qui est une manière de désigner l'auteur comme un crétin, parce que c'est lui qui se trompe. Il dit que je ne comprends pas. Mon hypothèse, c'est qu'ici, la parole, peut-être moins maintenant avec les jeunes, ils crachent énormément, mais la parole, c'était une culture un peu paysanne, de la rareté langagière, de la réticence un peu à lâcher des mots, on se dit, on arrache les mots de soi, et ça fait mal.
Si je dis ça, c'est que je me raconte toujours une histoire. En France, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on dit « je ne suis pas d'accord avec toi ». Et le langage est un véhicule quasi neutre. Il a transporté une cause de désaccord, mais après on se tape sur l'épaule. Tandis qu'ici, dans un débat, on dit « tu me fais de la peine ». Ça devient une équation d'ordre affectif. Alors quand on se fait de la peine, on ne parle plus. Ce n'est pas un véhicule, c'est une ambulance, je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que la compréhension est une affaire d'identité. Oui. Si je ne comprends pas, nous n'appartenons pas à la même communauté, on pourrait dire. Exactement, exactement. Mais c'est exactement ça, c'est très identitaire. Là, ça touche un truc d'identité. D'autant plus pour toi, parce que tu disais que tu n'avais pas fait d'études, tu avais été rejeté de toutes les écoles. Est-ce que tu sens chez toi encore ce besoin de reconnaissance que tu n'as pas eu au moment des études? Ou est-ce que tu en as vraiment fait le deuil depuis longtemps? Non, je précise juste que pendant les études, je ne me suis pas senti rejeté. J'ai très bien compris que c'est moi qui l'avais raté. J'étais même assez fier parce que, par exemple, j'ai raté 2 années de suite. Une certaine année, je crois que c'était la 4e, dans ce qui s'appelait le collège avant. Mais parce que je foutais rien. Des années plus tard, d'ailleurs, un prof de mathématiques m'a écrit en me disant « j'aimerais bien vous voir ». C'était 30 ans plus tard. Alors on s'est vus, c'était très touchant comme retrouvailles. Puis il me dit « vous m'avez beaucoup troublé une fois. J'avais dû vous mettre un 1 ou 0 parce que je vous avais fait venir au tableau pour vous demander la démonstration d'un problème. » C'est un prof de mathématiques. Et puis vous m'avez répondu « eh bien je peux absolument rien vous dire, mais ça ne va pas changer ni ma vie ni la vôtre. » Et ça l'a travaillé pendant 30 ans cette histoire. Donc j'avais cette attitude-là. Mais il n'en est pas résulté le besoin de sentiment de reconnaissance que tu disais. Il y avait une angoisse d'être viré de ce travail parce que j'ai jamais eu de contrat. De ce travail de chroniqueur? Chroniqueur, oui. Jamais eu de contrat. Et là, j'étais angoissé. Mais ça touchait un peu au narcissisme. Et puis de moins en moins, parce qu'après, j'étais répandu partout. Puis il y a des bouquins. Enfin, j'ai fait ce qu'il fallait pour un peu réparer des blessures narcissiques que peut-être on transporte tous de manière un peu originelle. Et puis, il s'est ensuite passé des épisodes parce que j'ai travaillé tellement longtemps au matin dimanche, j'ai eu 3 ou 4 rédacteurs en chef et j'ai été viré 3 ou 4 fois. Et le dernier épisode, c'était en 2014, où la responsable actuelle du matin dimanche, prenant possession de son territoire, m'écrit « écoute, on t'arrête. C'était trop compliqué. » Or, il y a eu une levée de protestation dans les journaux en Suisse romande, un groupe Facebook avec 3 ou 4 000 personnes qui sont paillées sur ma difficulté ou pas d'être lu. Voilà, moi j'ai vécu ça, mais il y avait à ce stade-là plus besoin de réparation narcissique. Qu'est-ce que ce soutien médiatique pour que tu ne sois pas viré du matin, qu'est-ce que ce soutien signifie par rapport aux besoins des lecteurs, des lectrices, de lire quelque chose d'exigeant? Ça m'a réconcilié avec souvent ce qu'il y a d'anonyme, on ne sait pas à qui on parle quand on écrit dans un journal. Et puis, ça a un peu flatté le modèle de la vision des choses que j'ai essayé d'exprimer. Je me suis dit, mais peut-être c'est pas complètement dans le vide, ça. Il y a des copains et des copines dans les inconnus, là, qui pensent un peu la même chose, qui sont... On me renvoie la balle. Oui, exactement. On renvoie la balle. Ça fait du bien. Et puis je me suis dit, ça a peut-être un peu rimé à quelque chose de travailler comme ça. Est-ce que tu sais si tes chroniques ont suscité des vocations d'écrivain chez ceux et celles qui te lisaient? Une fois, quelqu'un me l'a dit. C'était pas un écrivain, mais c'était un ami qui s'appelle Thierry Jobin, qui dirige maintenant le Festival international de films à Fribourg. Il était ado, il avait 16 ou 17 ans, puis il est tombé sur une petite chronique où justement je parlais de quelqu'un qui se promenait, qui avait un petit caillou dans la chaussure. Et
Puis il a envisagé sa promenade tout autrement. Puis pour finir, il marchait à la conquête de sa fraternisation avec le monde. Enfin, ça prenait des dimensions cosmiques. Et il m'a dit, à partir de là, j'ai choisi, alors qu'il devait être, je sais pas, employé, enfin, suivant la tradition familiale, les arts, voilà. Alors, il n'est pas devenu écrivain, mais cinéphile, très actif. Est-ce que tu aimes le silence pendant que tu écris, pendant que tu tapes sur ton clavier d'ordinateur? Oui, en tout cas, je ne m'accompagne pas de musique. S'il y a du bruit, il faut qu'il soit diffus. J'aime beaucoup écrire. Par exemple, je prends assez souvent le bateau sur le lac, là, qui fait une croisière. Et j'adore écrire dans ce mélange de... Celui qui va à Évian? Oui, qui fait le tour. Où il passe Saint-Gingolph, Chillon, Vevey, tout ça. 3 heures. Et là, il y a un mélange de bruit autour et de possibilités de concentration en soi qui est parfait. La balance, le curseur est parfait. Ce qui me frappe, c'est que ce qui stimule ton inspiration, c'est le glissement du bateau sur l'eau, sans obstacle au fond. Oui, c'est beau ce que tu dis là. Avec le glissement du paysage sans trop de proximité. C'est parfait, il y a du fluide habité, parce qu'il y a des formes, il y a quand même des gens qui vont et viennent, il y a le bruit des turbines un peu au fond. Et puis la vue du bateau, c'est le parfait complément de la vue qu'on a du paysage dans lequel on vit depuis la terre. Oui, il y a ça, mais justement quand on travaille sur un écran, en l'occurrence, on n'a pas l'œil tellement sur le paysage, on le sent défiler. Comme on essaye de faire défiler d'ailleurs le texte, il y a des dynamiques et des processus de déplacement qui sont presque analogues dans le paysage. Mais le paysage est rendu tel par le voyage que justement il n'est pas prégnant, il t'arrive pas dessus, il passe et toi tu continues ailleurs, tu sais que tu seras ailleurs après, qu'il sera encore là, puis qu'il y en aura un autre. On retrouve une idée de chemin, mais y compris intérieur, possible en voyant. D'un œil pas trop attentif, parce que je ne compte pas les maisons, tu vois, dans les villages, là. Mais tout est là, puis ça passe. Et tu deviens un peu oiseau le long. C'est des vertus très productives, je trouve. Pendant ces croisières, est-ce que c'est là que tu écris par excellence? Quand je prends le bateau, j'écris pendant ces croisières. Je me dis, je suis content, j'ai bien travaillé. Ça arrive presque immanquablement. Mais tu écris aussi chez toi. Oui, mais ça m'aide. Chez moi, il y a une sorte de fixité, comme chez quiconque, de fixité du décor. Ça, je dois être le seul mouvement. Alors, ça se passe bien, mais je suis alors complètement dans ma tête, comme on dit, et ça se passe aussi. Mais l'effort, sans doute, de se mettre soi-même en voyage intérieur dans un décor fixe, c'est peut-être plus... Il est moins complice avec quelque chose d'extérieur à soi qu'en bateau, par exemple, ou en train. Peut-être est-ce qu'il faut ce déplacement pour cheminer à l'intérieur, pour favoriser ce cheminement intérieur? Oui, il facilite en tout cas. On a un copain qui est le décor, si je peux dire, qui dit, voilà, mais qui tape un peu sur l'épaule, puis qui dit, mais tout va bien, tu écris, c'est bien. Ce décor est ami, ça c'est certain. Et puis il y a cette distance avec le paysage, avec les montagnes ici autour du lac Léman. Et par conséquent, il y a une espèce de sentiment de protection. Tu avances sur un lac de façon uniforme, de village en village. De protection et aussi de pérennité. On sent que ce décor était là, qu'il est là, qu'il sera là quand tu ne seras plus là. Et c'est beau d'habiter ça. Ça renforce presque l'identité de soi qu'on peut se faire, d'être une sorte de curseur, enfin de passager ou de curseur dans quelque chose. Et que cette vocation de curseur ou de passager impose des exigences, c'est-à-dire de ne pas écrire ou penser ou dire n'importe quoi. Tu es responsable d'un certain mouvement dans ce qui est pérenne quand il s'agit de ce décor. Tu ne dois pas déchoir par rapport à qui tu peux être ou faire, ce que tu peux faire, en étant toi-même ce petit bateau sur le bateau. Quand il est là,
C'est fou, c'est vrai, si on essaye de se faire une sorte de mise en abîme un peu poétique et qu'on voit d'un drone survolant le bateau, ce bateau sur le lac, passer dans ce décor de montagne, sur du fluide, il n'y a rien de plus propulsif mentalement pour essayer de penser ou d'écrire. C'est pour ça que c'est très beau comme expérience de prendre le bateau pour écrire. C'est un peu l'image de la vie, sauf que ce n'est pas toi qui conduis le bateau, sauf que tu suis la trajectoire du bateau. En effet, mais je ne peux pas être pilote. Je ne parle pas de raisons techniques. Parce que le bateau de ta propre existence, tu ne le conduis pas. Oui, finalement, oui. Finalement, en réalité. Tu viens de plusieurs générations, alors voilà le bateau, ben voilà, il est juste. Finalement, on se prend pour des pilotes et nous sommes des passagers. Exactement, ça a l'air un peu. Mais c'est bien, c'est évidemment ça. Tu as publié en 2020 avec Michel Thévaux, Z, /Z, aux éditions de l'Air. Il s'agit d'une conversation orale entre vous deux dans un restaurant qui s'est développée en échange d'emails. Qu'est-ce que l'écriture apporte à la conversation orale? Qu'est-ce que ça apporte de plus, ces emails que vous avez échangés entre le 13 décembre 2019 et le 24 avril 2020? Alors, la conversation orale n'a été que pour signifier l'intérêt que nous aurions à avoir une correspondance écrite. Et après l'échange d'écrire, il a rejoint ce qu'on a déjà dit à 2 ou 3 reprises, ce plaisir du tennis et de la réponse, parce que j'ai été soufflé par l'énergie et la générosité affectueuse que Michel Thévaux a mis dans ça. D'abord, je me disais, mais c'est génial, quelqu'un qui décide d'écrire sur tout, n'importe quoi du moment, m'inviter à répondre, et puis on se relance, etc. Il m'engueulait quand je prenais trop de temps pour lui faire une réponse. Et ça, j'ai trouvé beau comme tout, à la fois comme un moment relationnel, disons, avec un copain comme ça, mais aussi ça porte l'intellect de chacun sur un des plans les plus beaux possibles. C'est-à-dire, ça n'est pas le discours péremptoire solitaire, ça n'est pas la réaction étroite et ponctuelle à un texte qu'on aurait reçu, c'est vraiment un échange. Et il en résulte qu'on peut faire un peu le portrait de l'autre, mais aussi un peu mieux l'autoportrait de soi quand on est là, parce qu'on voit au fil des épistoles se dessiner des manières de raisonner, qui sont peut-être des systèmes étroits, ou qui sont peut-être à par moments des bonnes intuitions, ou qui sont des modèles. Il y a presque un modèle de soi qu'on peut se figurer au fil d'un processus de ce genre. Ça veut dire que dans l'échange épistolaire, il y a une sorte de miroir pour soi-même, une occasion de voir comment on fonctionne soi-même. Oui, parce que la réponse de l'interlocuteur fait écho et miroir, comme tu dis, à ce qu'il a reçu de soi. Donc, il te radiographie par sa réponse, mais avec ses tics, parce que c'est croisé, les aperçus, disons. Et tu te vois comme l'objet de son attention, d'abord de sa réception, puis ensuite de sa production. Mais c'est toi qui deviens l'objet, puis c'est dans le corpus que vous tricotez les deux. C'est très étonnant, c'est très, très, très beau. Il y a aussi des lecteurs et des lectrices. À ton avis, qu'est-ce qu'elles vont apprendre? Est-ce qu'elles vont aussi apprendre comment tu fonctionnes? Et comment Michel Thévaux fonctionne? Oui, mais je pense que s'ils ont du recul, ils vont déjà peut-être se réjouir de voir pas un match, mais une partie qui se joue comme ça, glaner des éléments qui peut-être les intéressent chez l'un ou l'autre, et peut-être alors en 3e degré de distanciation, se faire une idée des 2 bonshommes, en effet, ça c'est possible. Si c'est réussi, il y a plusieurs plans à savourer. Qu'est-ce que c'est qu'un livre réussi? Un livre réussi, c'est qu'il n'est pas mort quand il paraît, il n'est pas inerte. Il se met à travailler, celui qui le lit. Et là, on peut le nommer réussi. C'est encore mieux s'il échappe un peu à ses lecteurs, ou l'insatisfait un peu, ou le rend un peu, comme on disait avec des chroniques tout à l'heure, c'est beau, mais il faut s'accrocher. Ça, c'est le travail du livre. De ne pas se révéler entièrement à la première lecture. Oui, d'être un peu... Mais c'est comme une noix. Si on dit c'est quoi une noix, ben, il faut la casser un peu. C'est comme une personne. Oui, exactement. Aussi comme une personne. Exactement. Sauf qu'il ne faut pas casser les personnes, mais il faut
faut les visiter, il ne faut surtout pas s'arrêter au premier aperçu, en tout cas pas, évidemment. Tu es un homme de conversation. Qu'est-ce que c'est pour toi une bonne conversation? La bonne conversation, c'est celle qui fait un peu quitter la manière dont elle a commencé. Dans les protagonistes quittent un peu les positions exprimées au début et qu'ils fabriquent ensemble quelque chose. C'est quand même très beau parce qu'il y a com avec et puis tourner dans le mot conversation. Et c'est une espèce de kinésithérapie à deux, enfin, ou psychothérapie ou intellothérapie à deux, qui est magnifique, c'est évidemment magnifique. Mais ça requiert quoi des deux interlocuteurs qui doivent être capables justement de mettre sur la table ce qu'ils ont à mettre sans cacher quoi que ce soit sous la table et d'avancer. Ni casser. Mais ça suppose... Mais j'en sais rien, je me fabrique encore. Ça suppose une écoute attentive et fine, mais presque en même temps distanciée, pour savoir d'où parle celui qui vient de s'exprimer. Je pense souvent à cette phrase, mais que je cite pas tout à fait textuellement, de Rilke, qui dit « Les choses terrifiantes ont peut-être besoin que nous leur portions secours ». Il faut être, dans la conversation, équipé de cet avertissement. C'est-à-dire que si on dit quelque chose, si on s'entend dire quelque chose, qui n'est pas forcément agressif d'ailleurs, mais qui est... Moi, j'essaie toujours de me dire, mais pourquoi il est en train de dire ça? Pourquoi il est en train de dire ça? Alors, il y a une découverte de l'être qui vient de proférer, mais aussi de ce qu'il dit. Et là, essayer de tourner en se demandant après, avec l'effet de miroir qu'on évoquait, pourquoi je suis en train de lui répondre ça? D'où ça vient? Puis tout d'un coup, tu parles de ton enfance, où je raconte la mort de mon frère pour expliquer un peu pourquoi je lui parle comme ça. Et quand c'est bricolé comme ça, un échange, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Mais ça suppose des qualités qu'on ne trouve pas chez beaucoup de gens, parce qu'ils sont dans l'immédiat de la conversation. Ce que je comprends, c'est que une bonne conversation suppose ce que les Grecs appelaient la philia, l'amitié, oui. En tout cas cette amitié particulière où on partage quelque chose au-delà de ce qui nous différencie. Mais même de ce qui est échangé dans le cadre de cette conversation. C'est certain, après quoi on peut se demander d'où procède l'amitié. Enfin, la cause et l'effet se forgent en même temps, parce que l'amitié résulte aussi d'une belle conversation, bien sûr. Est-ce que ça voudrait dire que il faut être ami pour avoir une bonne conversation, ou qu'on devient ami en ayant une bonne conversation? Oui, c'est l'un et l'autre. Je crois que c'est peu dissociable, ces plans. Le processus de la conversation puis celui de l'amitié, ou de l'estime, en tout cas de l'estime préalable. Ce qui n'empêche pas cette distance dont tu parlais. Distanciation. C'est ce questionnement, pourquoi il dit ça? Pourquoi c'est à moi qu'il dit? Je suis qui pour qu'il me le dise? C'est sans fin, mais c'est très beau. Comment est-ce que tu comprends cette phrase de Giacometti? Je donnerai toute mon œuvre pour 1 heure de conversation. Ben, je trouve. Moi, j'ai toujours été fasciné par cette phrase. C'est fascinant. Ça ne m'étonne pas du tout qu'ils disent ça. C'est fascinant. C'est ce besoin de répondre à un appel, oui, finalement, ce besoin de réponse de la part de l'autre, à un appel qu'on lance. Oui, et de se crayonner soi-même, pour reprendre l'allusion à Giacometti, pendant la conversation, pour devenir une sorte d'œuvre un peu plus belle après la conversation qu'avant. Et l'autre aussi. Oui, c'est sublime, ça. Comment terminer une conversation? Je sais pas, il peut y avoir tout d'un coup, quand on fabrique les points de vue charriés par la conversation, un moment où on peut presque se taire parce qu'on s'aperçoit qu'on a trouvé un ami, pour reprendre la notion de filia. Et là, c'est naturellement beau et accompli, mais jusqu'à la prochaine. Il y a une maturité de la conversation. Oui, une maturation qui arrive à maturité. Et puis là, on sent, et que ce qu'on pourrait dire n'ajouterait pas, mais que si on empoche la conversation et qu'on se revoit un peu plus tard, quelque chose aura
cru avec circonflexe. Entre les deux, et ça, c'est évidemment beau. C'est évidemment très, très beau. Parce que quand Giacometti, je donnerais toute mon œuvre, ça veut dire qu'il donnerait tout ce qu'il a fait pour ça. C'est fou. S'il y a un renoncement, il y a l'hypothèse d'un renoncement, c'est extraordinaire. Donc il n'a pas atteint ni l'accomplissement, selon lui, dans son œuvre, et il n'a pas tellement connu de conversation pour lesquelles il l'aurait donné. Enfin, mais c'est un chemin, c'est nouveau l'idée du chemin. Je t'ai posé beaucoup de questions. Est-ce que tu as une question à me poser? Qu'est-ce que tu cherches en me cherchant? Y compris en toi peut-être. Certainement, en faisant ce podcast, de façon générale, je cherche à être au contact, en fait, de personnes créatives, de personnes qui, disons, sont alignées entre ce qu'elles font et puis ce qu'elles sont. Oui, c'est une recherche. J'ai commencé à un moment où je questionnais beaucoup ma propre créativité. Et ma réponse, ça a été de me mettre au contact de gens qui, dans leur énergie, dans leur réponse, dans leur manière d'être, m'éclairaient sur moi-même, m'éclairaient sur ces parts d'ombre que je sentais mais que je n'étais pas capable d'éclairer. Donc je ne sais pas exactement ce que je cherche, mais j'ai senti que tu pouvais m'éclairer. Parmi tous tes interlocuteurs, bien sûr. Ouais. C'est la dernière étape de cette interview. Je vais sortir de la pièce, je reviens dans 1 minute, je vais te laisser le micro de façon à ce que tu aies le dernier mot. Eh bien Philippe, je te dis merci d'avoir supposé que mes réponses et notre conversation pourraient nous faire avancer chacun dans le dépliement de nos personnes, dans ce monde qui les écoute d'une oreille gigantesque et parfaitement distraite. À bientôt. Merci Christophe d'avoir partagé cette conversation. Pour continuer cet échange, je vous invite à lire Z, un livre écrit avec Michel Thévaux et publié aux éditions de l'Air en 2020. Musique Charmeuse de Serpent, composée et dirigée par Olivier Glissant. C'était Philippe Ingard. À bientôt.